Pour l'enregistrement. Et donc, bienvenue à toutes et tous. Donc, je m'appelle Charlène, je suis donc animatrice, coordinatrice du réseau Rester sur Terre, qui est donc la branche française de Stay Grounded, qui est un mouvement international qui compte plus de 200 organisations membres et qui lutte donc pour la réduction du trafic aérien et pour des déplacements plus soutenables et justes. Et donc, ce soir, dans ce webinaire, eh bien, nous allons aborder la question des subventions au secteur aérien sous un angle un peu particulier, qui est celui de la stratégie de campagne. Donc, comment est-ce qu'on mène une stratégie de campagne pour essayer d'influencer, pour essayer de faire stopper des subventions et puis peut-être même fermer des aéroports. Et donc, on aura la chance d'avoir le retour d'expérience d'Anaël et Simon du groupe de Tours, donc, qui est une coalition locale, ils nous en parleront tout à l'heure, une coalition locale qui donc lutte contre les subventions à Ryanair, en particulier sur la plateforme aéroportuaire de Tours. Donc, je vais arrêter ma vidéo pour pas que ça bug et on va tout de suite commencer cette présentation. Donc, juste pour voir ensemble, je ne sais pas si vous voulez écrire dans le chat, ce serait chouette de savoir un petit peu d'où vient chacun, chacune. Donc, certains ont déjà commencé. On a des personnes de Vannes, de Metz, de Tours. Moi, je suis à Lille. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont représentées ici ce soir? N'hésitez pas à les mettre dans le chat et aussi à nous préciser si vous faites partie d'un collectif ou d'une coalition déjà existante, ou bien si vous êtes, enfin, au contraire, vous êtes là en simple curieux, curieuse pour pouvoir prendre des informations et créer une coalition. Alors, on a également donc Saint-Pierre-des-Corps, donc c'est aussi du côté de Tours. On a Montpellier, plusieurs personnes de Montpellier. On a aussi Marivonne de Attaque et des curieux, curieuses de Paris. Très bien. Et ben, bienvenue à toutes et tous. Euh, donc, pour le sommaire de cette présentation, on va d'abord avoir une petite introduction et des règles de base sur qu'est-ce qu'une stratégie de campagne, en fait. Et puis ensuite, on plongera un peu plus profondément dans la question de la stratégie de campagne, donc avec une analyse de la structure du pouvoir, des outils d'analyse stratégique. Je vais vous donner un peu les outils que je préfère. Et puis, le retour sur la notion d'objectif. Qu'est-ce qu'on appelle un objectif? Comment on définit un bon objectif? Et puis ensuite, du coup, donc je vais essayer de faire cette présentation qui est relativement théorique, faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps, pour qu'on puisse avoir le retour d'expérience de Gardons les pieds sur terre à Tours, et ensuite quelques échanges et discussions. Voilà pour ça. Donc, si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une étoile dans le chat pour que je puisse vous proposer de la poser, donc soit à l'écrit, soit à l'oral. Et puis essayer d'y répondre. Je n'aurai pas forcément toutes les réponses. Je ne suis pas forcément une sachante. Enfin, c'est en faisant qu'on apprend, pardon. Mais en tout cas, voilà, j'essaierai et on essaiera du coup avec Anaël et Simon d'y répondre du mieux possible. Donc, c'est parti pour les notions de base d'une stratégie de campagne. Globalement, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, voilà, on a une vision du monde. Donc là, en l'occurrence, la vision du monde qu'on a, c'est que prendre l'avion, en gros, est excessivement émetteur de gaz à effet de serre. Et du coup, le réseau donc, que je représente ici, Stay Grounded, travaille à l'échelle mondiale pour réduire le trafic aérien, pour une mobilité compatible avec la justice climatique. Et à partir de cette vision-là, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire, bon, ben, clouons tous les avions au sol d'un coup, comme ça, parce que ça ne va pas arriver. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir y aller petit à petit. Et du coup, on va développer une stratégie générale. Et cette stratégie, elle peut prendre plusieurs formes. Elle prend la forme, dans certains collectifs, d'une lutte contre les subventions au secteur aérien. C'est le cas, du coup, à Tours. Mais elle peut aussi prendre la forme d'une lutte contre les extensions d'aéroports. C'est le cas dans une dizaine de projets en France à l'heure actuelle. Ou bien
peut-être une stratégie pour essayer de faire taxer le kérosène, pour avoir des mobilités du train qui soient mieux desservies, etc. Donc, c'est le cas avec des collectifs comme Oui au train de nuit qui travaillent pour remettre en service des lignes de train de nuit. Et tout ça, en fait, participe à une même vision du monde, mais avec des stratégies différentes. Donc ici, voilà, je vous ai cité plusieurs stratégies. Et puis, de ces stratégies découlent des objectifs. Donc là, bon, j'ai esquissé des objectifs dans cette diapo, montrer que la région centre subventionne Ryanair, par exemple, ou l'obliger à stopper ses financements. Ça peut être différents objectifs. On verra la notion d'objectif un peu plus tard. Et puis, pour atteindre ces objectifs, on va s'appuyer sur des tactiques qui sont en fait des moments auxquels on va utiliser un certain nombre de techniques, de modes d'action, qui peuvent être de diverses sortes. Ça peut être du plaidoyer, des actions en ligne, des pétitions, des actions de désobéissance civile. En fait, c'est la combinaison de tout ça qui produit une stratégie. Donc, pour distinguer un petit peu ce que c'est une technique, une tactique et une stratégie, on va un peu s'appuyer là-dessus. En fait, une technique d'action, un mode d'action, c'est simplement ce qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait dans les faits, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de concret? Donc, ça peut être bloquer, s'interposer, manifester, déployer une banderole ou bien une pétition ou bien une tribune dans les médias, par exemple. La tactique, c'est la manière particulière avec laquelle on manie une technique. C'est-à-dire, je vais peut-être faire cette action de désobéissance civile précisément le jour où mon adversaire fait une réunion importante et doit délibérer sur la subvention. Donc la tactique, en fait, c'est la manière d'utiliser cette technique. Et la stratégie, eh bien, c'est une suite de différentes actions qui sont ordonnées et qui servent un objectif à plus long terme. Et donc, en fait, c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est comment trouver la bonne stratégie pour pouvoir essayer de couper ces subventions au secteur aérien. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait en un mois ou même en un jour, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Et ça, on pourra probablement y revenir avec Anaël et Simon qui vont revenir sur l'historique aussi de leur collectif. Alors, si vous voulez quelques exemples, on peut prendre un exemple récent, c'est en décembre, le collectif No T4, donc No Terminal 4 de Roissy, qui a fait publier une tribune de 100 professionnels de santé dans Le Monde. Et en fait, c'était une tribune qui dénonçait les impacts sur la santé du bruit aérien. Et c'était donc la tribune, c'est la technique d'action, c'est simplement rassembler suffisamment c'est beaucoup de travail, c'est rassembler suffisamment de professionnels de santé qui veulent bien signer un même texte et le faire publier ensuite dans un média national. Mais ce qui était intéressant, c'est que là, c'était fait précisément au moment du lancement de la campagne de plafonnement des vols à Roissy. Et ça suivait en fait une annonce de plafonnement obtenue à Amsterdam. Donc en fait, on utilisait cet élément supplémentaire de la santé et via une tribune à un moment propice pour reparler de la question du plafonnement des vols et non plus l'interdiction d'extension d'aéroport, mais carrément de plafonner les vols. C'était assez novateur et assez intéressant. Un autre exemple, à Nantes, Alternative à Nantes a lancé une campagne pour faire en sorte que le FC Nantes prenne le train plutôt que l'avion pour le match retour face au PSG. C'est-à-dire que, en fait, vous vous souvenez peut-être de la polémique du char à voile où en fait, le PSG était allé à Nantes en avion pour le match aller. Et du coup, certains commentateurs avaient posé la question à l'entraîneur du PSG et aux joueurs, et ils avaient ricané, ils avaient dit pourquoi pas y aller en char à voile. Et du coup, ça avait fait pas mal de bruit. Là, eh bien, donc les Nantais profitent du fait qu'il va y avoir le match retour le 6 mars, je crois, le 4, pour demander du coup au FC Nantes de faire mieux que le PSG en termes climatiques. Donc, précisément, de lancer cette action-là à ce moment-là, c'est la tactique de l'action. Et voilà. On verra après peut-être ce que l'action, à quoi ça sert finalement de demander au FC Nantes de ne pas prendre l'avion, parce que ça
certes, ça permet d'émettre un peu moins de gaz à effet de serre, mais c'est pas vraiment significatif. Donc c'est aussi une question de bataille culturelle et de stratégie de plus long terme pour influencer l'opinion publique. Un plafonnement, du coup, on me demande, désolée, je suis allée un peu vite peut-être, le plafonnement des vols, c'est demander à ce que, il y ait un certain nombre de vols, qui soient autorisés et pas plus. C'est-à-dire, enfin voilà, qu'on n'ait pas, on n'a pas le droit de dépasser un nombre de vols donné dans une année. Et ce serait quelque chose qui serait assez novateur en France puisque ça permettrait, en fait, de rendre obsolètes les luttes contre les extensions d'aéroports, puisque même si un aéroport s'étendait, il ne pourrait pas, faire voler plus d'avions, que ce qu'il a le droit et donc ce serait assez intéressant. Et donc dans la question du FC Nantes toujours, voilà un autre exemple de technique qui a été utilisée ou de mode d'action, c'est qu'ensuite les Nantais, ils se sont pas contentés de faire une pétition, ils ont fait aussi une lettre ouverte, aux dirigeants du club. Ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas eu de réponse et du coup, ils sont allés à la sortie d'un entraînement, donner un faux billet de train, un grand billet de train. Bon, c'est très symbolique comme action, mais c'est très rigolo, ça fait plaisir aux médias et du coup, ça fait reparler de l'histoire et ça met un peu plus la pression sur, et les projecteurs sur, le club, qui devra donc, se rendre à Paris, mais on ne sait pas s'ils iront en train ou en avion et l'ensemble, en fait, de tout ça, de faire une pétition, de faire ensuite une lettre ouverte, puis d'aller, devant, les vestiaires, du FC Nantes, c'est une séquence stratégique, ordonnée, qu'ils ont du coup probablement pensée en amont et qui sont en train de dérouler au fur et à mesure, de la réponse ou de la non-réponse, de leur cible, en l'occurrence le FC Nantes. Donc voilà, donc pour, info, pour rappel, parce que peut-être que vous maniez déjà dans vos collectifs, des différents modes d'action ou techniques ou registres d'action. Il y a plein de registres d'action possibles, quand on essaye de se battre pour la justice sociale et climatique, il y a plein de manières de les classer, mais elles sont toutes un peu complémentaires. Ça dépend, en fait, de ce que vous voulez atteindre. Donc, ça peut être des manifestations, ça peut être des actions directes de blocage, du boycott aussi. La non-coopération est aussi une forme d'action. Quand elle est faite à grande échelle, elle a d'ailleurs pas mal d'influence et ça peut être de promouvoir des alternatives. Donc là, ce sont des alternatives énergie renouvelable, mais le train est aussi une alternative. Et donc, les actions qui contribuent à renforcer le train sont souvent des actions qui contribuent à affaiblir l'avion. Et ça, c'est assez intéressant. L'importance, en fait, c'est toujours la question de comment, dans le temps, on va ordonner ces actions-là. Parce que, en fait, si vous faites une manif avant d'avoir fait, peut-être, signé une pétition, bah, votre manif va peut-être avoir moins d'impact que si vous aviez fait signer la pétition avant. Et à l'inverse, si vous proposez pas d'alternative, et que vous demandez aux gens de boycotter, bon, ben, est-ce que les gens vont vraiment boycotter? Non, parce qu'ils n'auront pas d'alternative, donc ils devront de toute façon prendre l'avion. Donc c'est important aussi, dans votre, séquence stratégique, de bien, définir qu'est-ce qui va influencer quoi et qui va vous permettre de faire, en sorte que ce soit cohérent. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? C'était vraiment une, petite introduction sur ces notions clés et maintenant, si ça vous va et ben, je vais donc, vous expliquer un peu comment on peut organiser une stratégie de campagne, bien ordonnée. Donc, une chose importante à faire souvent, c'est d'analyser qui on a en face et on parle d'analyser la structure du pouvoir. Parce que pourquoi est-ce que le système est comme il est? Bah, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes ou de grands groupes, enfin de personnes morales en tout cas, qui détiennent un certain pouvoir et le pouvoir c'est la capacité à transformer les choses ou à les laisser comme elles sont et en l'occurrence, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas intérêt à ce que ça change ou qui ont intérêt à ce que ça change à leur avantage et qui ont suffisamment de capacité à influencer, l'espace dans lequel ils sont, pour, transformer en fait, cet espace et cette société. Ou pour ne pas la transformer, c'est souvent ne pas la transformer. Enfin, en tout cas, le secteur aérien a tout intérêt à ce qu'on continue à voler comme avant, comme, avant la crise, Covid et il va tout faire pour, justement relancer la machine comme avant.
On parle selon Gene Sharp, donc, qui a écrit donc un bouquin qui s'appelle La lutte non violente, qui décrit un petit peu en fait les grandes structures du pouvoir, euh, des pouvoirs en place. Eh bien, il y a des grands piliers en fait qui structurent le pouvoir. Il y a les ressources matérielles que la compagnie ou la personne contre laquelle vous vous battez détient. Il y a des ressources humaines, il y a des compétences et connaissances, il y a une autorité et puis, tout un tas de facteurs intangibles, c'est-à-dire en fait les habitudes, le poids de la tradition et de ce qu'on considère comme normal ou anormal dans une société, ou comme moral ou amoral. Et puis également les sanctions en fait et la contrainte par la force qui peut être effectuée sur les individus. Donc, en l'occurrence, si on prend par exemple Air France, j'ai pris au pif, hein, mais si on prend par exemple Air France, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat quels sont les piliers de pouvoir d'Air France? Qu'est-ce que cette compagnie possède qui assoit son autorité et son pouvoir? Il y a Bah, votre réponse, hein, mais allez-y, ouais. Marie-Vonne? oui, bah, c'est une entreprise qui, en gros, est protégée par l'État. Elle est l'image de la France et tout sera fait pour la conserver. Oui, tout à fait, il y a une très grosse image. Le lien avec l'État, c'est vrai. Anaël et Simon dans le chat qui disent que ce sont des gros employeurs, c'est vrai aussi. Oui, oui. Ils sont pour. Oui, enfin, faut Pas pas oublier d'accord. que beaucoup de choses sont filialisées quand même, hein. C'est vrai, mais du coup, indirect aussi. Ouais, Mm. direct et indirect, Ouais. tout à fait. Mm. Ouais, on retrouve tout ça en fait. Et c'est en soi. Et on voit bien tout de suite quand on parle de pouvoir de la France, oui, il y a du pouvoir. Donc, si vous voulez, on peut le décomposer comme ceci. On a toujours dans une compagnie comme celle-ci, avec plus ou moins d'importance, effectivement des ressources matérielles, donc les avions qu'on fait voler et toutes les infrastructures dont on peut disposer. On a des compétences au sein d'Air France, on a des ressources humaines qui font aussi ce pouvoir-là. On a une image de marque qui est très très importante chez Air France, des Oui. consommateurs et des consommatrices qui également apportent du pouvoir parce qu'ils valident en quelque sorte la stratégie d'Air France. En tout cas, il bénéficie de ces services. Il y a de l'argent aussi qui est placé, qui est utilisé pour développer la compagnie. Il y a un certain nombre de lois qui permettent à Air France d'opérer. Euh, et puis, il y a aussi parfois la force physique, qui n'est pas forcément très visible, mais en tout cas, il y a des services d'ordre et des vigiles et un certain nombre de contraintes qui font aussi qu'on ne peut pas s'attaquer directement à Air France. On ne peut pas, en tout cas, entrer dans les bureaux et décider de tout fermer du jour au lendemain. Donc voilà pour les grands piliers. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut analyser, c'est par exemple une campagne qui a eu lieu très récemment sur Air France, justement à propos d'Air France. C'était une campagne Stop au greenwashing qui a été lancée par un particulier. Il s'appelle Romain, il est ingénieur en télécom, en aéronautique. Et en fait, il a constaté en prenant un billet d'avion, donc il est assez conscient hein, du fait que l'avion est très, très néfaste au climat. Et en prenant un billet d'avion pour le travail, parce qu'il devait le prendre, il a constaté qu'Air France proposait des billets d'avion, enfin de payer en plus pour compenser son vol. Et en fait, le problème, c'est que la manière dont c'était présenté sur le site d'Air France, c'était écrit bah, votre vol sera équivalent à zéro. En fait, vous aurez aucun souci. Il y aura plus de, enfin, comme si les émissions n'existaient pas. Ce qui est totalement faux et très mensonger. Donc, il a lancé une pétition en ligne qui s'est appelée Stop au greenwashing. Et c'est assez marrant parce que cette pétition a recueilli rapidement plus de 2000 signataires et ensuite encore plus, je crois. Et grâce à ça, en fait, elle est passée sur France 2 à l'œil du 20h, qui expliquait en fait le problème que posaient ces allégations mensongères. Et ce simple fait, en fait, a fait reculer Air France, qui a ensuite accepté de retirer son option environnement
c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et en fait, là, donc, tout simplement, si on décrypte un peu ce qui s'est passé, c'est que Romain, avec sa toute petite pétition, enfin, toute petite, c'est quand même très honnête, mais avec sa pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures, et ben, il a en fait attenté à l'image d'Air France. Et donc, quand on attente à l'image, ça bloque. Et donc, tout de suite, il a été contacté par le directeur je sais plus, du marketing qui lui a dit qu'effectivement, Air France allait retirer cette option. Et voilà, il y avait 7000 signataires à la fin. Et effectivement, donc c'est écrit là en haut de la pétition, en fait, lors d'un échange le 26 octobre, Vincent Etcheberry voilà, a reconnu le manque de cohérence avec la politique environnementale de la société et nous a indiqué que l'option environnement avait été suspendue du fait de l'interpellation. Donc voilà, ça c'est une campagne toute simple, mais victorieuse parce qu'elle a tapé au bon endroit. Euh, Parce que, bah, en fait, le truc le plus sensible chez Air France, enfin, l'un des trucs les plus sensibles chez Air France et l'un finalement des piliers du pouvoir les plus fragilisables dans cette compagnie, c'est son image de marque. Absolument. Je voudrais préciser que sur la question du fioul, ils n'ont pas beaucoup bougé, hein. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup bougé, oui, tout à fait. C'est vrai Même qu'il pas y a du tout. eu- Ils ils déguisent ont, ça sous d'autres termes, mais c'est la même chose. ils ont dit qu'ils allaient faire machine arrière et puis en fait, ils ont Mhm. quand même remis l'option, tout à fait. Et donc, Romain est toujours sur le pont pour essayer de les faire reculer à nouveau. Mais le problème, c'est que c'est vrai que c'est des sujets qui sont difficiles à faire comprendre, enfin en tout cas qui sont voilà, qui sont pas forcément faciles au niveau du grand public. Donc il y a du travail, mais en tout cas voilà, c'est marrant de voir que juste une personne qui se dit je vais lancer une pétition parce que ça me paraît inadmissible que ça reste comme ça, arrive quand même à faire bouger un petit peu les lignes. Et du coup, bah, c'est ça qu'on essaye de voir, c'est qu'en fait, comment on va faire pour trouver la bonne cible et le bon adversaire pour pouvoir faire bouger les lignes, si on veut, par exemple, stopper les subventions au secteur aérien. Donc, on va jouer un peu au qui est, on va essayer de trouver la bonne cible. Comme vous l'avez compris avec l'exemple précédent, en fait, ce qu'on cherche, c'est les piliers du pouvoir qui existent. Donc, on va lister les piliers de pouvoir. C'est bien de faire l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on va regarder quels sont les leviers d'action à notre disposition. Et si les leviers sont accessibles ou pas. C'est-à-dire que si vous demandez à un président de région de stopper les subventions, mais qu'en fait, ce n'est pas lui qui donne les subventions, ben, ça ne sert à rien, puisque en fait, il va pas pouvoir actionner ce levier-là. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver suffisamment d'informations pour choisir parmi tous les différents leviers d'action et, euh, et les piliers de pouvoir qui va être la bonne personne à qui il faudra demander quoi et en quels termes lui demander pour que la personne le fasse. Et soit obligé de le faire parce qu'il y a un prix politique à payer à ne pas le faire. Donc en fait, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire pour pouvoir faire des actions qui sont efficaces et pas juste se dire, bon, on essaye un petit truc, on va sensibiliser des gens, mais derrière, il ne se passera rien. C'est d'élaborer en fait une suite cohérente d'actions qui touche précisément ces leviers d'action et ces piliers de pouvoir-là. Donc voilà, si j'ai un pilier de pouvoir qui est accessible et un levier d'action intéressant, je vais viser ce pilier de pouvoir pour actionner le levier qui est à sa portée. Et il faut évidemment pas faire enfin ne pas viser le mauvais acteur ou bien ne pas viser un acteur qui n'a pas le bon levier. J'espère que là-dessus tout est clair. Et c'est intéressant, par contre, quand on est sur un aéroport, par exemple, et qu'on se dit cet aéroport est totalement inutile et j'aimerais qu'il ferme, comment faire pour l'affaiblir? Eh bien, en fait, il faut trouver les bons leviers. Et c'est peut-être, j'interprète un peu peut-être en avance parce que je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire, mais Anaël et Simon ont effectivement probablement évalué d'autres options sur l'aéroport de Tours pour faire une campagne et puis ont finalement choisi de faire une campagne sur les subventions à Ryanair et on verra comment tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez choisi votre cible, eh ben, vous pouvez attaquer. Donc là, par exemple, je reprends un autre exemple, l'aéroport de Lille. Donc là, encore une fois, tous ces piliers. Et en l'occurrence, bah, moi qui suis à Lille, on lutte avec NADA
donc non à l'agrandissement de l'aéroport contre l'aéroport de Lille, mais on a choisi d'avoir plusieurs campagnes à la fois, donc plusieurs axes sur lesquels on travaille. Donc on peut imaginer de travailler du côté des lois de la justice, faire du plaidoyer auprès des députés de notre circonscription ou même des députés nationaux pour faire en sorte que en fait, la loi change et que les extensions d'aéroports ne soient plus autorisées. Donc voilà, c'est tout à fait quelque chose qui est envisageable de faire évoluer la loi. Ou bien on peut se dire qu'on veut faire évoluer les consommateurs et consommatrices, donc boycotter, faire un appel au boycott de l'aéroport, parce que l'aéroport de Lille est quand même, enfin on est à 1 heure en train de Paris, il sert quand même un peu à rien cet aéroport. Et donc c'est aussi, enfin c'est une campagne qu'on a lancée avec une pétition. Et puis, on peut également essayer de toucher l'image de marque de la compagnie en attaquant le label qu'ils ont et qui dit qu'ils sont verts, etc., etc. Ça peut être ça, ça peut être tout un tas d'autres choses. En fait, vraiment, c'est ouvert. Il faut absolument envisager plein de solutions possibles pour essayer de les mettre en difficulté. On pourrait aussi se dire qu'on veut attaquer au niveau de l'argent et donc ébranler la faisabilité économique du projet en justement attaquant les subventions à l'aéroport. Ce serait une possibilité. Mais voilà, en tout cas, vous avez vraiment différentes possibilités. C'est ça qui est intéressant au tout début de votre campagne, c'est vraiment de rassembler votre groupe et de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher du tout. Parce que par exemple, attaquer l'aéroport, un aéroport existant, par la force physique, en allant juste le bloquer et en espérant que l'extension n'aura pas lieu, malheureusement, c'est quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, ne marche pas. Voilà, enfin en tout cas sur les aéroports existants. C'est bon pour ça? Ça va? Ouais. Très bien. Alors maintenant, je vais vous présenter deux outils d'analyse stratégique que j'aime beaucoup, qui sont un peu sous-estimés souvent par les groupes, parce qu'on a tendance à se lancer dans une lutte locale, souvent en se disant, enfin en réagissant à l'actualité, en ayant envie de se mobiliser, mais on ne prend pas le temps de réfléchir parfois. Et c'est intéressant de se poser 5 minutes et d'essayer de voir comment on peut avancer le plus efficacement possible avec les moyens qu'on a. Donc le premier outil, il est tout bête, c'est un outil qui est utilisé aussi beaucoup en entreprise, c'est l'analyse SWOT. Donc SWOT, ça veut dire en anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities et je sais plus, et threats. Donc c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Globalement, ça veut dire en fait simplement faire une matrice avec 4 carrés comme ça, les 4 carrés qui sont un peu bleus là, et et lister toutes nos forces, toutes nos faiblesses, toutes nos opportunités, toutes nos menaces. Pour retenir comment vous faites la matrice, je vous l'ai mis là. En fait, il y a 2 cases qui correspondent à ce qui est positif et 2 cases qui correspondent à ce qui est négatif, et on essaye de lister en tout cas donc ce qui est intrinsèque au groupe dans une première partie. Donc je ne sais pas si on est très nombreux, on est 50, on a réussi à réunir beaucoup, beaucoup de personnes, c'est une force. Ça peut aussi être une faiblesse, mais bon, voilà. Et puis ce qui est externe au groupe, c'est ce qui est lié à notre ennemi ou au contexte. Donc par exemple, je ne sais pas s'il y a la réforme des retraites, peut-être que ça va être une menace parce que l'attention médiatique et l'attention du public sera portée sur cette question-là, et donc il y aura peu d'attention pour nos sujets à nous. Et donc ce sera difficile de mobiliser. Ou bien une opportunité, ce serait de dire, je ne sais pas moi, il y a une grande campagne nationale qui se crée, et donc il y a des choses à faire avec d'autres groupes locaux sur la question de l'aviation. Voilà un petit peu. Donc globalement, on peut se poser les questions qui sont là pour dresser en fait tout le panorama de nos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Et ce qui est chouette avec cet outil, c'est qu'une fois que vous l'avez fait en groupe, ensemble, vous voyez vraiment des choses qui transparaissent que vous n'auriez pas vues si vous n'aviez pas essayé de le faire. Enfin, souvent, il y a des choses qui nous échappent quand on est la tête dans le guidon. Et donc, c'est fondamental de prendre le temps de se poser et de faire cette analyse, sachant qu'en plus, c'est une analyse que vous pouvez refaire une fois que vous avez, peut-être, fait passer plusieurs mois, déjà essayé des trucs, heu, structurer et renforcer votre collectif. Il ne faut pas hésiter à refaire cette analyse pour revoir comment elle a bougé.
Le deuxième outil que je veux vous proposer, celui-là, je l'adore, vraiment, il est fondamental, c'est la cartographie des acteurs et actrices. Et ça va nous servir pour déterminer notre cible dans le cadre justement de ce qu'on a fait tout à l'heure avec les forces, enfin avec les différents piliers du pouvoir. En gros, vous allez tracer donc un grand cadran comme ceci sur une feuille, ça peut être sur un paperboard ou autre, et vous allez lister donc sur l'axe horizontal, les personnes qui sont plutôt d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. Donc, on va retrouver peut-être les riverains qui sont gênés par le bruit, d'autres assos climat, écolo ou justice sociale qui sont d'accord avec nous, mais qui sont peut-être pas très influentes. Ça dépend des fois comment elles sont constituées. Et puis, donc, sur l'axe vertical, les personnes peu influentes à très influentes pour déterminer du coup qu'est-ce que ces personnes peuvent faire, quel pouvoir elles ont. Et donc, vous obtenez une petite cartographie avec plein de points comme ça. Vous pouvez aussi placer les médias, c'est assez important de les mettre, les influenceurs, influenceuses, s'il y a des associations de parents d'élèves ou des associations de médecins ou des associations, enfin, voilà, tout type d'acteurs sur votre territoire qui pourraient rentrer dans la bataille d'un côté ou d'un autre. N'hésitez pas à les mettre. Moi, par exemple, des gens que j'ai beaucoup envie de travailler avec eux depuis très longtemps, mais on n'arrive jamais à le faire, c'est les agents immobiliers. Parce que comme il y a beaucoup sur les extensions d'aéroports, il y a beaucoup bah, ouais, de biens immobiliers qui perdent de la valeur. Je me demande ce que les agents immobiliers en pensent. Je me dis que c'est des gens qui sont relativement influents et que peut-être il faudrait aller les voir. Mais bon, j'en sais rien, c'est peut-être une mauvaise idée, mais en tout cas, voilà, vous listez tout ça. Et ensuite, et c'est là que ça devient très intéressant, l'objectif, ça va être de faire 3 choses. D'une part, de rassembler les alliés, les personnes qui sont d'accord avec vous. Il faut essayer de rassembler le plus largement possible, mais pas trop largement. Si vous rassemblez trop largement, malheureusement, vous n'arriverez jamais à faire tenir votre coalition. Ça sera très énergivore, en fait, d'essayer de toujours se mettre d'accord, de faire beaucoup de réunions pour informer tout le monde, et ça ne tiendra pas. Donc, il faut rassembler largement pour être le plus fort possible et le plus collectivement possible, mais pas non plus faire une coalition impossible avec des demandes trop disparates. Quitte à, si jamais vous voyez qu'il y a un collectif à côté du vôtre qui a des demandes similaires et qui ne fonctionne pas du tout pareil que vous, à le laisser vivre de son côté et à en faire des alliés ponctuels et à les renforcer, en tout cas, à pas leur tirer dans les pattes, évidemment, mais en tout cas, faire en sorte que votre coalition à vous, elle tienne le choc et elle soit relativement homogène. Donc voilà, il faut définir ensemble quels sont les messages communs, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et puis il faut animer tout ce beau monde, et ça peut prendre pas mal d'énergie ou de temps pour faire en sorte que les gens qui s'impliquent restent et que de nouvelles personnes vous rejoignent. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, sur les personnes qui sont neutres, qui sont plutôt enfin, enfin, pas vraiment là, en tout cas qui ne sont pas préoccupées dès le départ par votre thématique. Donc, je reprends mon exemple des agents immobiliers. On pourrait imaginer eh bien, que les agents immobiliers, au début, ils soient plutôt neutres et de les convaincre pour en faire des alliés que cette extension d'aéroport ne doit pas avoir le jour. Je prends souvent les extensions d'aéroport, même si ce n'est pas la thématique de ce soir, mais c'est comme c'est un peu mon dada, voilà, vous me pardonnerez. Et puis, la troisième chose, qu'est-ce qu'on fait avec les opposants? Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait de les neutraliser, de les rendre neutres. Mais il ne faut pas vous imaginer que les personnes qui sont peut-être salariées dans cet aéroport et qui en fait ne comprennent pas vos vues vont devenir, en leur parlant pendant des heures, des alliés. Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, s'ils sont simplement neutres, ce sera bien. Donc, faut simplement se dire que le plus possible, les personnes qui sont contre vous, il faut les neutraliser et pas qu'elles restent dans un rang qui vous est hostile. Et puis la dernière chose, donc on a vu 3 choses qui permettent de faire bouger les lignes sur l'axe horizontal. Et puis il y a 2 choses qui sont assez fondamentales et auxquelles on pense peu et qu'on peut faire sur l'axe vertical, c'est
augmenter le pouvoir des alliés. Donc, si par exemple vous avez une association, je ne sais pas, de parents d'élèves ou de riverains qui sont très remontés face aux nuisances, il faut les aider à augmenter leur pouvoir, très clairement, pour qu'ils soient le plus influents possible. Et à l'inverse, essayer d'affaiblir vos opposants, soit en leur montrant qu'il y aura un prix politique à payer. Par exemple, si ce sont des élus, bah, leur montrer que leur base électorale est en train de s'effriter parce que les gens sont de plus en plus remontés contre eux. Ou bien si c'est une compagnie, essayer d'écorner son image de marque, etc., etc. Donc ça, c'est assez important. Et toujours pareil que pour, alors, pardon, toujours pareil que pour l'autre exercice, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. La cartographie des acteurs, actrices, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire assez régulièrement, peut-être tous les 6 mois minimum, avec votre groupe pour voir comment ça a bougé. Est-ce que vous avez eu un impact sur certains acteurs? Qu'est-ce que ça a changé dans votre lutte? Parce que ça vous change la vie, en fait, quand vous savez que déjà vous avez eu un impact, mais aussi quel chemin il vous reste à faire parcourir aux gens. Voilà pour ça. Est-ce que ça va pour la cartographie des acteurs, actrices? Vous n'avez pas de questions? Alors attendez, je vais remettre la discussion pour vous voir. Tout va bien? Ok, trop cool. Eh ben, allons du coup sur les objectifs. Alors, comment on définit un objectif? Un objectif, c'est quoi? C'est quelque chose qui est atteignable, c'est-à-dire qu'il faut que, enfin, votre objectif à terme, c'est, si c'est donc supprimer les subventions au secteur aérien, c'est trop large. On ne va pas faire ça en un jour. Du coup, c'est hyper important d'avoir un objectif plus petit qu'on puisse atteindre. Mais il ne faut pas non plus que ce soit rikiki, parce que sinon, personne n'aura envie de se mobiliser. Il faut que ce soit donc ambitieux quand même. Donc, il faut vraiment trouver cet entre-deux. Et c'est pour ça que je trouve que la campagne là, sur le FC Nantes d'Alternative à Nantes, elle est assez rigolote, parce que franchement, c'est pas absurde d'imaginer que les joueurs du FC Nantes puissent aller rencontrer le PSG en train. Mais en même temps, c'est pas non plus gagné parce que tout le staff fait déjà en général les trajets en avion et tout. Et du coup, c'est un peu entre les deux. Et en plus, c'est assez marrant. Enfin bon, ça aura, on l'a déjà dit, hein, pas forcément un impact énorme en termes d'émissions. Par contre, en termes d'image, ça peut être très intéressant. Et c'est là le troisième truc, c'est effectivement qu'il faut qu'il y ait un effet de levier. C'est-à-dire qu'il faut que votre objectif puisse enclencher quelque chose de plus gros, soit que des nouvelles personnes vous rejoignent, soit que ça montre qu'en fait, vous avez créé une dynamique et que donc vos demandes sont sérieuses. En tout cas, il faut que l'objectif, il engendre toujours quelque chose de plus gros. Et globalement, du coup, ce qu'on se dit, nous, c'est que à partir du travail d'analyse que vous aurez fait, donc de vos forces, de vos faiblesses, des opportunités, des menaces, et à partir du travail sur les cibles et sur les acteurs, actrices, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, OK, l'objectif final, l'objectif à long terme, ça va être supprimer les subventions à Ryanair, subventions publiques à Ryanair, par exemple. Et quels sont les objectifs entre-temps? Eh bien, ça peut être plein d'objectifs différents. Donc, on verra avec Anaëlle et Simon ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. Mais il faut toujours, en fait, imaginer un plus petit découpage d'objectifs qui vont provoquer une accumulation de forces. Donc, des forces, c'est plein de choses différentes, hein. Ça peut être des forces, des ressources humaines, ça peut être de l'argent, ça peut être des forces en termes d'image pour être connu du grand public. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Bah, dernièrement, avec Nada, donc nous, à l'agrandissement de l'aéroport, on a ciblé Xavier Bertrand parce que c'est une figure un peu nationale et on pense que du coup, ça peut permettre de faire connaître notre lutte à Lille, d'aller embêter Xavier Bertrand. Donc au début, on l'a juste emmerdé à des vœux en ligne en janvier. Et puis après, on s'est déplacé à Paris à une réunion publique pour perturber sa réunion. Et puis la prochaine étape, ça a été de faire une action en ligne sur Twitter. Et puis la prochaine étape, on va, avec tous les riverains qui sont concernés, lui envoyer des mails, enfin faire
faire une grosse action en ligne par mail et essayer de lui envoyer plus de 500 mails pour, voilà, pour essayer de le faire bouger sur cette question-là et en tout cas provoquer une réaction publique, puisqu'à chaque fois on envoie un communiqué de presse et donc la presse le contacte également et que pour l'instant il refuse de répondre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois au début c'était des tout petits objectifs, on était 3 dans sa réunion et puis progressivement on est de plus en plus nombreux et on annonce des objectifs plus gros qu'on atteint. Donc c'est assez important, ouais, de se dire que ces objectifs-là, ils doivent être gagnés. Alors, ils doivent. Souvent, c'est des objectifs on n'annonce pas au départ à la terre entière. On se l'annonce entre nous. Donc, c'est pas grave si c'est pas gagné complètement. Mais en tout cas, ce qui est indispensable, c'est d'y aller petit à petit et pas tout de suite vouloir directement lui envoyer 500 mails. Parce que ça, je pense que si on l'avait lancé comme ça du jour au lendemain, jamais ça n'aurait marché. Voilà, donc tout simplement, on choisit un objectif intermédiaire en fonction du rapport de force et de la capacité du coup à impulser une dynamique d'accumulation de force. Donc, est-ce que l'opinion est avec vous? Est-ce que vous avez des alliés? Les ressources humaines que vous avez, les compétences, et puis est-ce que vous avez de l'argent et des ressources matérielles? Et avec tout ça, vous allez pouvoir trouver les bons objectifs. Si jamais nous, voilà, on n'avait pas eu les compétences pour faire une action sur Twitter, bah, on n'aurait pas fait ça, mais peut-être qu'on serait allé en présentiel l'interpeller, je ne sais pas moi, devant le conseil régional ou bien coller des affiches sur le conseil régional. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses pour essayer de provoquer une réaction et pour, en tout cas, faire venir des gens vers nous. Et on trouvait par exemple que la cible la personne de Xavier Bertrand était une bonne cible, non seulement parce qu'il est connu en France, mais aussi parce que il est relativement facile à cibler dans les Hauts-de-France parce que, bah, enfin, en tout cas, dans notre milieu, les gens ont pas beaucoup de sympathie pour lui. Donc, voilà, c'est la bonne personne pour lancer une dynamique d'accumulation de force comme ça. Voilà. Et puis enfin, une petite distinction entre objectifs politiques et objectifs opérationnels, parce que souvent on se trompe, je trouve, dans les collectifs. L'objectif politique, c'est vraiment ce que vous voulez atteindre. Donc c'est, là, en l'occurrence, on veut une réaction publique de Xavier Bertrand, une réponse, sur son soutien à l'extension de l'aéroport. C'est ce qu'on veut atteindre politiquement, mais on n'est jamais sûr de l'atteindre. Parce que, bah, en l'occurrence, ça dépend pas de nous. S'il a décidé de faire le mort, il fera le mort jusqu'au bout. En revanche, nous, on peut se donner des objectifs opérationnels et ce sont du coup, c'est ce qu'on met en œuvre pour obtenir cet objectif politique. Et là, et ben, ce qu'on met en œuvre, c'est, on peut dire qu'on veut 500 mails, on veut 200 tweets, on veut perturber sa réunion jusqu'à ce qu'elle s'arrête, ou bien juste perturber gentiment sa réunion, ou bien on veut peut-être enfin, voilà, en tout cas, on se donne des objectifs qui sont mesurables et, euh, et chiffrés si possible pour, euh, pour savoir si oui ou non on a réussi notre action. Ça peut être aussi, par exemple, on veut tant de retombées presse ou on veut que un journaliste pose la question à Xavier Bertrand. Et donc, en fait, il va poser la question parce que nous, on aura fait suffisamment on lui aura fait suffisamment de misère pour que le journaliste aille lui poser la question. En gros, c'est ça. Euh, voilà pour ces objectifs. Est-ce que bah, vous avez des questions? Non, ça va? Et ben dans ce cas-là, moi j'ai fini ma partie un peu théorique. J'espère que c'était intéressant, que vous saviez pas tout. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ouais. Et sinon, on va enchaîner avec le retour d'expérience du coup de Anaël et Simon qui va, je pense, apporter un peu plus de concret dans tout ça avec leur exemple à eux. Et ensuite, à l'issue de cette présentation, on pourra faire un petit temps d'échange qui ne sera pas du coup enregistré. Ça vous va, Anaël et Simon, de prendre la main? Vous voulez projeter quelque chose? Oui, très bien. Bah, Ouais, merci. super, merci beaucoup, c'était super intéressant. Bah de rien, avec plaisir. Très concis, voilà, super. On n'a rien prévu de projeter. Ok, On a... Oui, on pourra projeter peut-être un peu plus tard juste les éléments, les documents Ouais. qu'on a produits, mais voilà. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous présenter
notre démarche un peu en vous parlant déjà de l'historique et ensuite la structuration, donc les éléments qu'on a construits autour notamment de cette stratégie qu'on a essayé de reporter, de se rappeler des éléments stratégiques qu'on pourra recaler sur les éléments que tu nous as présentés. Et puis une troisième partie de notre exposé qui pourrait être un peu la suite, ce qu'on imagine, parce que voilà, on a fini une première phase de notre campagne, si vous voulez, et puis derrière, maintenant, il va falloir réorienter, re-regarder cette cartographie des acteurs. Donc, voilà. Du coup, pour l'historique, je ne sais pas si je commence, Simon. Ouais, vas-y. Ouais. Donc, au tout début, en fait, c'est une personne dans notre réseau associatif qui faisait partie d'ANV COP21, de Grands-parents pour le climat et d'Attaque, qui, juste après la COP21, là, je dirais vers 2016, quoi, 2015-2016, est revenu vers nous, on se connaissait bien, et nous a exposé son idée qui était de cibler cet aéroport à Tours, qui était un aéroport low cost, qui fonctionnait grâce à des subventions publiques et on présageait, on avait l'intuition que c'était uniquement grâce à ça que cet aéroport avait son business plan qui tenait la route. Et il y avait aussi un point assez important qui était l'échéance de la fermeture de la base aérienne militaire, avec qui finalement Ryanair partage les lieux et donc l'exploitant de l'aéroport, EDIS, voilà, partager les charges d'exploitation de la plateforme aéroportuaire. Et donc, on s'est dit avec cette personne que c'était assez sympa pour faire un travail interassociatif parce que c'était assez facilement et rapidement gagnable en visant cette échéance de fermeture de la base aérienne militaire, puisque ça, économiquement, en fait, du coup, le pilier, c'était l'argent. Économiquement, le projet aurait été extrêmement fragilisé et beaucoup plus difficile à tenir politiquement. Et donc, en plus de ça, on a jugé que c'était un sujet fédérateur et consensuel pour le mouvement climat. Et c'était un sujet qui avait aussi une bonne réception dans le grand public. Parce que déjà, à l'époque, Ryanair était l'objet de campagnes d'attaque autour de l'évasion fiscale. Voilà, et puis qu'il avait une mauvaise presse dans l'opinion publique, et c'est toujours un peu le cas. Voilà, je peux laisser prendre la suite. Du coup, donc avec cette personne qui s'était bien renseignée, qui connaissait quelques élus du coin, qui s'était bien renseignée par leur biais sur le fonctionnement de l'aéroport, finalement, on est parti un peu vite, sans formaliser énormément notre campagne. On s'est lancé assez vite dans l'action en se disant, bon, bah, de toute façon, il y a des votes de fin d'année là pour les budgets des différentes collectivités qui subventionnent l'aéroport. C'est le moment d'aller faire un peu de battage dans les conseils régionaux, départementaux et métropolitains pour attirer l'attention des médias sur le sujet, donc installer la campagne dans les médias, et puis pour espérer qu'ils ne votent pas la reconduction des subventions à l'aéroport, sachant que, ou en tout cas qu'ils se posent la question de jusqu'à quand ils vont financer cet aéroport, alors qu'il y a l'armée qui plie les Gaules, et du coup que ça va devenir encore moins rentable que ça ne l'était avant. Donc, on a assez vite en fait organisé une première action au sein pour perturber le conseil régional lors du vote du budget au moment où il votait les budgets pour l'aéroport de Tours. Et en parallèle, on interviewait les élus quand ils rentraient dans
dans l'hémicycle pour leur demander leur position sur l'aéroport et les subventions à ces vols de tourisme low cost via Ryanair. Donc c'était assez intéressant parce que du coup, bon, on a eu quelques retombées médias et on a eu du coup beaucoup de contacts avec des élus, desquels on a pu faire une vidéo qu'on a fait tourner sur les réseaux à l'époque. C'était quoi? C'était en 2017 ça C'était fin 2016. Fin 2016, c'est ça. Ouais. C'était il y a un petit moment. Et en fait, on s'est rendu compte, lorsqu'on a fait ces interviews d'élus, qu'en fait, il y en a très peu qui connaissaient vraiment le sujet. Il y avait très peu qui étaient compétents sur le sujet. Globalement, c'était que les élus écologistes qui étaient compétents sur le sujet de l'aéroport. Et donc, les autres n'étaient pas compétents et avaient une super bonne image de l'aéroport et soutenaient à fond l'aéroport, sans rien y connaître. Donc du coup, là, on s'est aperçu que c'était peut-être pas si facile que ça. Nous, ça nous paraissait évident avec les informations qu'on avait que c'était vraiment une connerie en tant qu'élu de subventionner cet aéroport qui est un gouffre à finances pour pas grand-chose, qui n'avait pas vraiment de raison d'être, même en dehors de l'aspect climatique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un aspect, comment dire, image de marque d'avoir un aéroport, et puis une méconnaissance totale de la part des élus du fonctionnement et de la non-rentabilité en fait de l'aéroport, du gouffre à finances que c'était. Donc, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça, et que peut-être qu'il allait falloir bosser un petit peu plus, se structurer un petit peu plus au niveau de la campagne, faire une stratégie de campagne pour arriver à quelque chose, parce que visiblement, c'était pas juste en allant se confronter aux élus lors du vote des budgets que ça allait bouger. Ouais, et du coup, suite à ça, donc on s'est réunis un petit peu, donc pour vous dire, dans la coalition, du coup, il y a essentiellement, donc à l'époque, à la fin de cette première partie de campagne, je dirais courant 2017, il y a ANV COP21, il y a Greenpeace Tours. Et puis, il y a un nouvel arrivé, c'est Extinction Rébellion, qui s'est monté à Tours, et donc qui sont très en lien, enfin, on se connaissait assez bien, mais pas ce nouvel arrivant. Et donc, on a dit, comme on s'intéresse tous au climat, on va tous travailler dessus. C'était l'occasion aussi de faire connaissance. Et donc, on a décidé de réaliser un plan de campagne, si vous voulez, de réaliser réellement ce travail d'analyse stratégique. Ce qui a été assez intéressant et aussi fédérateur dans le groupe, parce que grâce à ça, on a pu aussi tous être d'accord sur un objectif commun, comme tu dis, un objectif atteignable et à la fois ambitieux. Donc, on a fait cette analyse SWOT, cette Power Map, et on a, dans le cheminement de notre idée, c'était à l'époque juste avant une série d'élections. Donc, il y a 2020 les élections municipales et ensuite les élections départementales et régionales qui devaient avoir lieu quelques mois plus tard. Et donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être un levier d'action à cibler les élus dans le cadre de ces élections pour les faire passer de finalement soit opposants à neutres, et puis ceux qui étaient neutres à plutôt sympathisants ou soutiens, et puis faire passer aussi finalement ce sujet de l'aéroport comme un sujet d'élection, et donc sur lequel en fait il aurait fallu se positionner contre pour être entendable dans l'opinion publique. Alors, je te coupe un petit poil, mais l'objectif était double aussi, parce que en fait, jusqu'à présent, c'était jamais un sujet, cet aéroport, dans les élections. Les élus étaient complètement ignorants sur ce qu'on a vu. Donc, c'était aussi l'opportunité pour nous
de mettre le sujet sur la table, de les obliger à s'intéresser en tant qu'élus à ce sujet-là. Et donc, c'était l'occasion de leur fournir de l'information sur le fonctionnement de l'aéroport, de leur donner la réalité même économique de cet aéroport qui est un gouffre et qui a pas beaucoup d'intérêt pour le territoire. Donc, voilà. Le fait de les obliger à se positionner, ça nous permettait de leur donner de l'info et aussi de donner, médiatiquement parlant, de se servir des élections pour parler du sujet dans les médias. Et il y avait un deuxième objectif qui était un sous-objectif, du coup, qui était, on savait que l'opinion publique en général était plutôt de notre côté, mais on avait identifié une faiblesse, c'était que notre aéroport était un aéroport où il y avait des transports de greffe liés à l'aéroport à l'hôpital de Tours. Et donc, il y a beaucoup d'élus qui nous ont répondu à nombreuses reprises lors des échanges qu'on a pu avoir avec eux que si on fermait l'aéroport, il n'y avait plus la possibilité de faire ce transport de greffe. Et donc, ça fragilisait les malades et puis le service de greffe aussi qui ne pouvait plus exercer son activité à Tours, quoi. Et donc, il fallait travailler beaucoup là-dessus pour savoir quel était le vrai du faux, démêler un petit peu les rumeurs de la réalité, parce que ce sujet-là était un sujet de beaucoup de fantasmes. Tout autant d'ailleurs que les retombées économiques de l'aéroport pour le territoire. Et donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait suite à cette Power Map, on a la distinction un peu de ces objectifs stratégiques. On a fait un gros travail d'investigation. On s'est tous mis à chercher beaucoup d'articles, on s'est constitué une espèce de bibliothèque avec beaucoup d'articles de presse locale sur le sujet. On a aussi pris contact et fait des petites interviews avec les élus compétents, donc quelques élus écolos qui eux-mêmes s'étaient bien intéressés au sujet, bien renseignés et qui, par leur mandat d'élu, avaient accès à un petit peu plus d'infos et des documents officiels. Et donc, on a réussi à obtenir de leur part ces documents officiels, notamment les rapports d'activité de la DSP, de la délégation de services publics, des documents internes aussi, une espèce d'étude, une espèce d'étude sur laquelle on nous renvoyait systématiquement sur les retombées économiques et sociales de l'aéroport pour le territoire. Voilà. Donc on a réussi à obtenir toutes ces informations et ces ressources. Et grâce à ces ressources, on a réalisé un dossier de presse qu'on a voulu à la fois précis, compréhensible par beaucoup de monde, donc assez court, synthétique, précis, sourcé, donc que les éléments d'information qu'on a fait dedans soient incontestables et jolis, pour que ce soit qu'on ait envie de le lire et qu'il soit pris en compte que ce soit, en fait, finalement, que la presse soit aussi une cible dans cette histoire, que la presse était relativement sympathisante, on a vu dans tous les articles qu'on a pu lire, et qu'elle garde cette position-là que la presse reste sympathisante par rapport à notre position sur ce sujet. Donc, Simon, là, vous donne visibilité dans ce dossier de presse. Et du coup, ça nous a servi aussi beaucoup à nous en interne pour avoir quelque chose comment dire, de résumé, pour avoir une synthèse du corpus d'informations, de connaissances qu'on a pu accumuler sur le sujet. On a fait ce dossier de presse, donc qui présente le collectif à la presse, comment on appelle ça, son objet, quoi. Donc, ce qui est bien aussi pour formaliser une coalition, d'écrire en toutes lettres la raison d'être de ce collectif.
ses buts. Un petit couplet sur l'aérien de manière générale, mais c'est pas le gros du dossier. On a donc décortiqué tous les circuits de financement de l'aéroport par rapport donc au fonctionnement des différentes parties prenantes, quoi, et notamment des subventions publiques. Un focus avec le départ de l'armée, du coup les perspectives d'alourdir encore plus le bilan comptable de l'aéroport et potentiellement du coup de gréver encore plus le budget des collectivités qui portent déjà l'aéroport à bout de bras. On avait eu accès à une étude interne sur une enquête auprès des passagers qu'avait réalisé l'exploitant de l'aéroport, qui montre qu'en fait les bénéfices sont extrêmement faibles pour le territoire. Donc l'effet levier de l'argent public investi était vraiment très très faible. Et un laïus sur les fameuses greffes, du coup, qui sont qu'un prétexte et qui pouvaient tout à fait continuer sans subventionner le tourisme aérien proposé par Ryanair, tout en maintenant l'activité de greffe. Ça, c'était pas un souci. Donc, voilà, on désamorçait ce genre d'arguments qu'on entendait souvent. Voilà, et on présentait la gouvernance de cet aéroport et du coup un petit peu les différentes cibles à l'époque, en tout cas, parce que ça a changé maintenant, politiques qu'il pouvait y avoir et les positionnements des différents du coup, acteurs politiques impliqués dans la gouvernance de l'aéroport. Voilà, donc voilà, c'était notre dossier de presse qui est donc assez court, qui permet de bien tout récapituler et qui est vraiment pour nous une grosse base, une grosse, comment dire, un point sur lequel on revient régulièrement parce que ça synthétise vraiment notre activité d'investigation et de capitalisation de connaissances sur le sujet. Donc, la réalisation de ce dossier de presse, je pense, nous a pris à peu près 1 an. Et après, il y a eu le Covid, ce qui a fait que on a pu refaire un peu des actions juste à la sortie du Covid, on a présenté, fait en sorte de faire une espèce de conférence de presse autour de la sortie de ce rapport qui était un petit peu... qu'on a ciblé quand même pas mal vers la presse et ça a assez bien fonctionné et aujourd'hui encore, plusieurs années après la sortie de ce rapport, il y a des journalistes, même au niveau national, qui nous contactent pour avoir des informations et qui ont eu accès à ce dossier de presse qui est en fait une très bonne introduction pour eux dans le sujet, quoi. En fait, quand on a donc édité ce dossier de presse, et que du coup on allait vraiment lancer la campagne publiquement, on a organisé une action d'intrusion, de désobéissance pour perturber le fonctionnement de l'aéroport, mais dans le hall de l'aéroport et devant l'aéroport, hein, pas sur les pistes. Donc une action assez massive, avec je ne sais plus combien il y avait de personnes. Une bonne cinquantaine. Ouais, une grosse cinquantaine de personnes, avec des banderoles, tout ça, de manière à interpeller la presse et à installer la campagne. Donc à dignement diffuser ce dossier de presse auprès des médias locaux. Et ça a très bien marché. Parce que donc, du coup, la presse s'y est vraiment intéressée et durablement. Durablement, on a des demandes presse, la presse nous considère comme étant des référents sur le dossier de l'aéroport de Tours. Quand ils s'intéressent à la question, ils nous contactent pour nous demander notre avis sur le sujet qu'ils abordent dans leur article.
Et bah, du coup, après, ben, ça s'est un petit peu déroulé. Donc, il y a eu les élections municipales où on a intégré l'aéroport dans une démarche du pacte pour la transition, donc, qui était un des objectifs locaux qu'on mettait en place. Donc, à Tours, il y avait plusieurs listes écolo quoi, qui se présentaient. Il y en a une qui a un petit peu fédéré autour d'elle. Et donc, notre objectif, c'était de mettre en valeur aussi leur position plutôt favorable à l'arrêt des subventions. On a ciblé ensuite. Alors, Oui. oui, on a mis tout de suite, Oui. on n'en a pas parlé, mais on a mis tout de suite en ligne une pétition. Hein. Dès le départ, dès le lancement de notre dossier de presse, on a mis en ligne, hop, je la retrouve, voilà, cette pétition Green Voice pour accompagner la campagne. Et voilà. Et après, du coup, les élections départementales et régionales ont suivi quelques mois plus tard. Et voilà, on avait pas mal d'idées pour pouvoir cibler les élus. On avait même hésité à carrément présenter une liste aux élections régionales avec comme seul objectif d'arrêter les subventions dans notre programme entre guillemets de candidats. Mais bon, ça demande quand même beaucoup de temps, ce genre de choses. On n'a pas réussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé les élus dans des marchés, dans des meetings. On leur a posé la question de l'aéroport. Quelle était leur position, pourquoi. Et bon, voilà, à chaque fois, soit ils étaient sympathisants, ils nous disaient que c'était ahurissant, soit ils n'étaient pas sympathisants, ils prétextaient les retombées économiques et le problème des greffes. Mais bon, comme nous, on était sûrs de nous dans l'argumentation, c'était quand même, même si le dialogue était un peu le même qu'au départ, notre positionnement était quand même plus assuré. Et on a obtenu de tout ça, en fait, au moins un positionnement de la mairie de Tours, le maire de Tours qui, au micro, à notre micro, dans notre vidéo, a exprimé que lui, qui était vice-président de la métropole, et président du SMADET, donc le syndicat qui gérait l'aéroport, allait se positionner contre ces subventions. Et en fait, entre-temps, quelques semaines plus tard, à peine, il y a eu une espèce de coup d'État politique à la métropole de Tours et les élus écologistes qui soutenaient du coup notre démarche ont été virés du conseil métropolitain. Et donc, en fait, on a perdu nos appuis de pouvoir, si vous voulez. C'est un peu ça dans la stratégie à ce moment-là. Et donc, suite à ça, les élections régionales et départementales ont eu lieu. Le fameux départ de la base aérienne militaire a eu lieu et le SMADET, donc le syndicat qui gère l'aéroport, a quand même continué, a quand même voté de faire les investissements nécessaires pour pouvoir continuer l'activité de l'aéroport. Mais voilà, c'est des votes qui nous paraissaient un peu fragiles quand même. Donc ça continue un petit peu, mais qui nous semblait fragile. Et en fait, entre-temps, quand même, il y a la Cour régionale des comptes qui a commencé une enquête sur l'aéroport de Tours et qui a publié donc, en juillet 2022, donc cette année, les résultats de son travail, qui est un rapport dont on a pris connaissance finalement hier soir, et qui est extrêmement à charge en fait sur ces différents votes, cette continuité, voilà. Donc ce qui donne la fin de notre présentation avec la suite. Donc je ne sais pas si je te laisse la parole. Oui. Ouais, globalement, là, après tout le travail qu'on a fait, du coup, on est arrivé à quand même des éléments intéressants, c'est-à-dire avoir une bonne connaissance du fonctionnement, être vraiment sûr de nos arguments, avoir un bon panorama des forces en présence.
Et cette première installation de la campagne en local, notamment dans la presse, et formation de la presse sur l'enjeu de l'aéroport de Tours, et dans le détail, est vraiment réussi, quoi. Donc ça, on est très content de ça. Maintenant, cette première étape étant franchie, on va pouvoir, il faut qu'on retravaille donc notre stratégie de campagne là pour vraiment aller taper de manière très ciblée donc sur différents leviers, quoi. Et donc là, c'est un travail qu'on est en train de faire. Et on pressent, en tout cas, qu'il va y avoir un axe juridique intéressant à exploiter, parce que la Chambre régionale des comptes, et on s'en doutait, mais elle le confirme, montre des grosses irrégularités dans le fonctionnement donc, du syndicat mixte qui gère l'aéroport. Et de l'incompétence totale en fait des élus qui y siègent, ce qui fait que il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être attaquables au niveau justice. Donc voilà, on est en train de regarder ça et on pressent que voilà, la stratégie va s'orienter sur un volet juridique parce que là, il y a un momentum intéressant avec des élus finalement qui nous écoutent plus du tout parce que ils se sont un peu raidis là à droite suite à l'éviction des écolos. Et il y a ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui fait que politiquement, ça peut être très très intéressant et médiatiquement d'attaquer sur l'axe juridique. Mais bon, ça c'est encore à confirmer. Il faut vraiment que voilà, on est en cours de l'élaboration de cette suite de campagne. Après cette première phase qu'on vous a expliquée d'installation de la campagne en local. Et du coup, dans ce cadre-là, on a pu élargir un petit peu notre cercle d'alliés avec un nouveau groupe désobéissants qui s'est installé à Tours, dernière rénovation, donc ils font maintenant partie de notre groupe stratégique. Et du coup, c'est plutôt intéressant de voir ça, que ce sujet reste très fédérateur pour notre travail interassociatif à Tours. On s'attache beaucoup à Tours à travailler les uns avec les autres en bonne intelligence et à s'intéresser au travail des uns des autres. Et donc là, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet sympa pour ça. Et du coup, peut-être pour conclure, moi j'avais, suite à ta présentation, Charlène, j'ai noté les différents leviers, les piliers de pouvoir d'un aéroport. Donc il y avait l'histoire de la force physique, loi justice, argent, consommateur, image de marque, ressources humaines, ressources matérielles et compétences. Donc ce que j'ai identifié, c'est que dans notre première partie, enfin dans les 2 premières parties de notre campagne qu'on vous a exposées jusque-là, on a ciblé l'argent, donc à travers les subventions pour affaiblir le business model. On a ciblé les consommateurs autour du climat, de l'impact du transport aérien, et on a ciblé l'image des élus en faisant monter aussi en compétence les médias. Et donc pour ça, on s'est beaucoup appuyé sur ce travail de dossier de presse qui nous a permis de déployer de nouveaux outils, des techniques qui sont aussi, au-delà de la pétition, des petites vidéos, des interviews, voilà, de vulgarisation qu'on n'a pas encore beaucoup exploité et que je pense qu'on aura l'occasion de pas mal exploiter aussi dans la suite. Et donc là, dans la suite, l'idée, ce serait d'essayer d'activer de nouveaux leviers, donc un levier de compétences, plutôt un manque de compétences, en fait, là, les fautes de gestion qui ont été pointées par la Cour régionale des comptes, et peut-être un volet juridique, si on a les moyens, nous, dans notre mouvement, de le soutenir. Voilà, on a fini.
Trop bien. Bah, un immense merci à vous deux pour cette présentation qui, je pense, a dû intéresser tout le monde. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je peux meubler en attendant les questions. J'ai trouvé qu'il y avait deux trucs qui ressortaient dans votre présentation et qui sont quand même hyper importants à dire aux gens qui se lancent dans des campagnes comme ça. C'est d'une part la durée que ça prend. En fait, j'avais pas idée, j'avais pas connaissance que vous aviez commencé il y a si longtemps. Et mais du coup, ouais, enfin, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez rageant parce que ça va pas être tout de suite. Et en même temps, on sait que ça a un impact non négligeable parce que par ailleurs, au fil d'une campagne, on fait progresser l'ensemble de la société. Enfin, il y a aussi il n'y a pas seulement les objectifs qu'on se fixe, mais il y a aussi d'autres objectifs qui sont remplis en fait quand on forme les médias, on informe la population, etc. Et puis la minutie du travail que vous avez fait, fourni aussi, je trouve que c'est assez chouette que vous ayez réussi à faire ce dossier de presse et que en fait ça donne une image de sérieux, alors que souvent les militants ont cette image, enfin, on nous traite d'hystérique et on nous dit qu'en fait on a tort et qu'on ne se rend pas compte quels sont les vrais, comment dire, les vrais mécanismes de l'économie, et gna gna gna. Et en fait, pas du tout. Là, vous avez vraiment blindé l'argumentaire de manière à vous mettre dans le camp du sérieux et c'est assez fort. Enfin, en tout cas, je trouve ça hyper inspirant. Donc bravo, bravo. Alors du coup, dans le chat, il y a Christine qui demande comment récupérer le montant des subventions. À ça, vous pouvez peut-être répondre que c'est pas... Ouais, ouais. Alors nous, on avait vraiment, comme disait Anne-Fleur, eu la chance d'avoir des élus qu'on connaît bien et qui étaient très impliqués, qui avaient des postes qui leur permettaient d'avoir des infos. Globalement, quand c'est un... Alors je connais le principe de Tours, c'est un syndicat mixte, donc qui est un syndicat entre plusieurs collectivités, départements, régions et métropoles, mais je pense que c'est assez classique, qui gère l'aéroport et qui délègue, qui fait une délégation de service public pour déléguer la gestion opérationnelle effective de l'aéroport à une société d'exploitation. Et donc ce syndicat mixte, c'est public, hein, et donc du coup, ces données doivent être publiques, ces comptes doivent être publics, donc on doit pouvoir les retrouver, mais le problème c'est que faut en faire la demande, et nous, quand on a fait la demande officiellement, personne nous a jamais répondu, et il faut vraiment certainement beaucoup insister pour obtenir auprès des collectivités en question les comptes du syndicat mixte. Donc nous, ben, on les a obtenus en fait via des élus à ce syndicat mixte qui siègent au syndicat. Mais nos demandes n'ont jamais abouti pour les obtenir, alors que ça doit être une donnée publique. Merci pour cette réponse. Et ouais, sur Montpellier, du coup, Christine, je pense que la difficulté, c'est qu'en plus, l'aéroport n'est pas, enfin, est détenu principalement par l'État. Et enfin, moi, quand j'étais à Marseille, on avait le même problème. C'est que l'État est actionnaire majoritaire et du coup, l'État s'est encore plus éloigné de nous comme instance. Et donc, c'est très difficile d'aller les emmerder. Beaucoup plus que pour des aéroports régionaux dont l'actionnaire principal est la région ou la MEL, enfin, ou la métropole. En l'occurrence, ouais, pour Montpellier, faut voir comment vous pouvez faire, mais et vous pouvez également peut-être vous rapprocher de la lutte à Marseille qui a essayé d'éplucher un peu ces dossiers-là. Et après, si les institutions ne vous répondent pas, normalement, elles sont censées communiquer ce type d'infos. Donc, il y a toujours la possibilité de saisir la CADA, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais CADA, qui est en fait l'administration qui est censée justement instruire les procédures pour que vous puissiez recevoir ces documents. Et donc, ça met aussi du temps, mais a priori, c'est une possibilité. Voilà. Il y avait plein de bravos. Et puis, Marivonne, tu voulais prendre la parole. Alors, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé, hein. Ça y est, j'arrivais pas à C'est le bon. récupérer, mon micro. Bon,
moi, j'ai un certain âge, hein, je n'ai plus le tonus maintenant pour m'impliquer dans des actions comme celles que vous faites, mais je trouve ça extraordinaire. Mais je pense que vous devez avoir conscience que vous avez commencé à prendre un petit bout d'une immense pelote et que ce qu'il faut savoir, c'est que les règles de l'aérien, entre autres, correspondent à des règles, à des concessions internationales au niveau de l'aérien. C'est-à-dire que si on dit à Ryanair, eh ben, vous n'irez plus à Tours, Ryanair va se battre au niveau international pour que, par exemple Air France, ne puisse plus faire, je dis n'importe quoi, moi, New York-Miami. Puisqu'en fin de vol, tu fais Paris-New York, New York-Miami, etc. Donc c'est extrêmement complexe. C'est pas uniquement des décisions locales. Je pense que ces problèmes-là, ils doivent remonter au niveau national et au niveau européen, parce que je pense qu'on ne réglera jamais localement le problème si c'est pas plus largement investi. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir si dans toutes les villes de France qui exploitent des petites lignes comme Ryanair ou Learjet, pas Learjet, mais EasyJet, etc., pourrait pas commencer à travailler sur un dossier de la même façon que celui que vous avez fait. Et avec plusieurs aéroports de France, refaire remonter ça au niveau national, parce que je pense qu'il n'y a que là que ça commencera peut-être à bouger, et encore, ça va être énorme. Moi, j'étais à Air France, je reçois régulièrement des informations. Air France se vante d'avoir réussi à recréer autant de trafic qu'avant le Covid. Ils sont très contents, ils achètent plein d'avions. Et ils sont en poule avec KLM. Et ils sont en train de contester juridiquement le fait que Schiphol baisse son trafic. Voilà, Schiphol n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est des informations que je vous donne comme ça, mais voilà, il va falloir monter plus haut et avec plus de force et plus de villes. Ça va être très complexe, mais je pense que vous avez pris le bon chemin. Et en tous les cas, vous savez travailler. C'est formidable ce que vous avez fait. Moi, je suis épatée. Mais je crois que vous êtes parti pour un très très long combat. Mais il le faut. Vous savez qu'en France, on devait réduire les lignes aériennes, que le train qui pouvait faire les lignes de 2 heures Oui, pendant ce temps-là. Eh ben, c'est fini parce qu'ils ont trouvé des accords commerciaux internationaux qui font que finalement, Air France dit, ah ben oui, mais telle compagnie fait ça et ça. Donc, je vois pas pourquoi moi, je peux pas faire ça et ça. Et on en est au même point. Voilà. ouais. Alors, Sur les vols courts, on a décrit oui, ça avec Rester sur Terre. On a un article de blog sur pourquoi voilà, elles ont été maintenues. Mais voilà. merci Maryvonne pour ce témoignage parce qu'effectivement, c'est un peu l'objectif de ce webinaire, c'est d'arriver à motiver d'autres groupes à faire la même chose. Parce que pour l'instant, en fait, au sein du réseau des luttes pour la réduction du trafic aérien en France, on a beaucoup de luttes contre des extensions d'aéroports, parce que ça reste le truc le plus visible et le plus scandaleux, entre guillemets. Donc, il y a systématiquement des groupes qui se créent quand il y a des extensions d'aéroports qui voient le jour, enfin, en tout cas, des projets qui voient le jour. En revanche, on n'a pas encore de demande proactive, c'est-à-dire permettre réellement de réduire les émissions. Là, pour l'instant, quand on empêche une extension d'aéroport, on empêche juste d'augmenter les émissions. Donc, on a un impact, certes, mais un impact qui reste limité. Et donc, moi, mon envie, ce serait qu'il y ait de plus en plus de collectifs qui se créent souvent sur des plus petits aéroports, en fait, que les luttes qui existent sur des extensions. Parce que quelque chose qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, les extensions d'aéroports arrivent sur des aéroports qui ont plus de 2 millions de passagers par an, en général, les gros aéroports. Enfin, gros, pas très gros, mais quand même. Et à l'inverse, toutes ces subventions complètement inutiles ou en fait de l'argent public, donc de l'argent de vous et moi, est mis pour soutenir un aéroport, ça se fait plutôt dans les aéroports de moins d'1 million de passagers. Puis après, entre les deux, ça dépend des fois, on a un peu des micmacs, mais grosso modo, c'est ça la dynamique. Et donc, si dans tous les petits aéroports en France, on avait des groupes comme Tours qui se battaient et qui en plus se battaient en réseau, parce qu'il y a vraiment une dynamique locale globale qui est intéressante à actionner, ça serait génial. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un de Metz ici, et il y a du coup Philippe qui veut nous parler de Vannes. Alors, juste C'est à toi. pour répondre aussi par rapport à ce que disait Maryvonne, bah, merci bien déjà. À Tours, c'est un peu spécial, mais je pense que j'ai l'impression que c'est assez souvent comme ça dans des aéroports où il y a Ryanair. C'est que vraiment la rentabilité des lignes ne dépend que des subventions. Si on coupe les subventions,
les lignes sont vraiment plus rentables. C'est-à-dire qu'il y a autant, le montant des subventions correspond au même montant que la billetterie. C'est-à-dire que vraiment, il y a autant de volume d'argent versé par les collectivités que de billets achetés. Donc vraiment, le modèle s'effondre si on supprime les subventions. Et les subventions sont décidées par 9 personnes, en fait. 3 à la région, 3 au département et 3 à la métropole, qui siègent au SMADET, qui sont des personnes complètement incompétentes. Et jusqu'à présent, les élus, voilà, l'ensemble des élus, à part les quelques écologistes, dans ces 3 collectivités-là, étaient totalement incompétents sur le sujet. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que c'est un axe qui nous a paru assez facile, finalement, parce que ça ne concerne que les collectivités territoriales et des gens qui sont directement à notre portée pour faire tomber l'intégralité du modèle économique de l'aéroport de Tours. Si je peux me permettre, le problème, c'est que ça rentre dans un contexte beaucoup plus national. Tant pis si on perd d'un côté, parce que de l'autre côté, une grande compagnie comme Air France va garder ses parts dans d'autres lieux, dans d'autres pays, etc. Malheureusement, c'est ça, quoi. Oui, bien sûr, mais on n'est pas dupe. Enfin, c'est aussi ce que j'expliquais au début, c'est qu'on sait qu'on n'a pas un impact sur tout et on a un temps militant limité qui fait qu'on va pas pouvoir se battre sur tous les fronts et donc il faut choisir un peu ses combats pour être efficace. Mais ouais, sur Tours, vous avez également la spécificité qu'il n'y a que Ryanair comme compagnie aérienne, ce qui est assez rare. En général, il y a aussi cette dynamique avec d'autres compagnies que Marie-Vonne décrivait, qu'on n'a pas en fait à Tours, hein. Vraiment, il n'y a qu'une seule compagnie, ça c'est assez dingue. Mais ouais, on peut peut-être entendre Philippe du coup sur Euh, Vannes. Oui, bah c'est Teresa. Bon, oui, Ah, bonsoir. Et oui, et merci pour tout. Teresa, Merci du coup. vraiment. Oui, ça fait du bien de se sentir un peu moins seul. Nous, c'est un petit aérodrome pour les loisirs, pour le rayonnement de la région touristique du Morbihan. C'est vraiment un usage superficiel et pas du tout essentiel, mais qui nous casse vraiment bon, les oreilles et qui coûte très cher. La subvention, on vient de découvrir dans les journaux, la presse locale, qui vient d'être doublée pour des travaux. Et elle aurait dû être de 300 000 euros, elle va être de 561 000 euros. On a commencé par la presse, une lettre de notre présidente qui est très bien tournée, qui fait du bruit parce qu'il y a eu un deuxième article sur nous. On est sur Facebook, on est insulté, on est des caches, voilà, on a qu'à partir vivre à la montagne, on ne supporte rien. Et les élus, c'est comme vous avez dit, ou ils connaissent rien, ou ils vont nous traiter des assassins parce qu'on ne veut pas que les greffes arrivent ou partent. Voilà. Donc, c'est dur. Et là, on va essayer de retrouver les élus. C'est 34 votes. 6 votes contre l'augmentation de la subvention et une abstention. On va essayer de cibler mais moi, je pense qu'on est très gentils et qu'il faudrait, on est tous gentils, qu'il faudrait passer on va pas se mettre à détruire les aéroports ou à mettre le feu, mais je sais pas, on est trop gentils. Voilà. Et bon, mais on va continuer. Bah là, on va voir les élus surtout. Oui. Il y a beaucoup En marche autour de nous, LR. Voilà. Et on vous tiendra au courant. Merci. Merci Teresa. Bah, oui, oui, je pense que. Enfin, je sais pas si vous voulez réagir, Simon ou non. Vas-y. Non, mais oui, je pense que c'est déjà une bonne chose d'essayer de rencontrer les élus et de commencer à discuter, de prendre le maximum d'informations possible parce que quand vous commencez à faire du bruit, malheureusement, ça va tout de suite cliver et ils vont plus forcément vous recevoir. Donc, ça me semble important de prendre ce temps-là. Et après, ouais, moi, je reste à disposition si jamais je peux vous aider à quoi que ce soit. Comme le réseau Oui, extension d'aéroport existe déjà bien et vit déjà bien, en fait, je peux aussi essayer de consacrer du temps. Enfin, on peut se dire peut-être dans un mois, on essaye de se revoir avec les groupes que ça intéresse et qui ont commencé à élaborer un peu stratégiquement. Je ne sais pas, ou ça oui, c'est une bonne idée. dans plus longtemps ou faire des points téléphoniques avec vous. Mais bon, je trouve ça toujours intéressant de plutôt favoriser les échanges.
Et j'ai vu, oui, que Mana, tout à l'heure, avait mis dans le chat qu'il y avait aussi, du coup, un gros problème autour de Metz. Donc, ce serait intéressant de creuser. Après, il faut voir si vous avez les forces à chaque fois parce que euh, on n'a pas trop insisté là-dessus. C'était pas l'objet de ce soir, mais un des éléments qui est important aussi pour qu'une telle campagne puisse avoir lieu, c'est d'avoir des forces vives et d'avoir un collectif qu'on arrive à structurer et qui travaille, enfin, que ça repose pas sur une seule personne, quoi. Donc, c'est aussi important de structurer. Et là-dessus, je peux aussi vous aider. On peut aussi monter des formations ou des retours d'expérience de certains groupes qui ont fait ce travail-là. Et à Montpellier, bah oui, je sais que vous avez déjà la lutte existante contre l'extension de l'aéroport, mais c'est vrai que la doublée d'une lutte contre les subventions pourrait être hyper riche, même si, comme je le disais tout à l'heure, dans votre cas, avec l'État, je ne sais pas quel est le micmac, mais malheureusement, mon sentiment, c'est que c'est toujours difficile de s'adresser à l'État, sauf quand on est à Paris. Enfin, Roissy avait réussi ça, quoi. La lieutenant OT4 avait réussi ça, mais pour Marseille, c'était très très compliqué, non? Donc bon, voilà, c'est un peu mes retours. Je ne sais pas si d'autres personnes ont envie de prendre la parole. Ouais, juste là, effectivement, nous, on a passé par un gros travail d'investigation et d'échange avec les élus locaux. Je pense que ça, c'est toujours nécessaire. Mais on s'est rendu compte, là, en prenant connaissance de ce rapport de la Cour régionale des comptes, que c'était quand même sacrément à charge. Et peut-être que, je ne sais pas comment cette étude a été vraiment commandée. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a été commandée? Je pense que c'est lié à des conflits internes entre le président du SMADET à l'époque et le directeur de l'aéroport, qui a fait que ce truc-là a dû dériver et puis être... Mais enfin, voilà, Il y avait des soupçons de prise illégale d'intérêt qui avaient été effectivement dénoncés dans la presse par le directeur de ouais, l'aéroport qui avait démissionné. qui avait démissionné. Et du coup, je crois me souvenir que la Chambre régionale des comptes s'était autosaisie. Voilà, la Chambre s'était autosaisie. Alors, je ne sais pas si nous, en tant que collectif, on peut saisir la Cour régionale des comptes, mais ça peut peut-être être intéressant dans ces luttes subventions, parce qu'à mon avis, c'est toujours un peu bizarre. Enfin, quand je lis ce rapport, je me dis qu'il doit y avoir très très peu de cas où il y a une réelle, Gestion. puis une réelle raison de donner des subventions à un aéroport, une raison légale. Parce que ce qui est un petit peu décrit dans ce rapport, c'est que il n'y a aucune raison légale de donner des subventions à cet aéroport. Et peut-être aussi pour compléter, suite aux interventions, c'est une lutte longue, effectivement. Ça fait plusieurs années qu'on est dessus, mais je trouve que c'est pas une lutte dure, enfin, entre guillemets, enfin, c'est pas quelque chose qui nous menace directement physiquement. C'est plutôt une lutte qui est fédératrice. Moi, je la vois un peu comme un moteur, cette lutte. Tant mieux si elle aboutit, si on gagne. Mais si on gagne pas, tant qu'on la gagne pas, en fait, là, pour l'instant, on a toujours pas mal de carburant parce que c'est intéressant, ce travail d'expertise, ce travail ensemble et ces personnes qu'on rencontre autour de ce travail ensemble. Merci pour ce retour hyper positif. Et c'est très chouette, effectivement. Je pense que c'est pas du tout la même ambiance que quand on est en train de juste faire la digue avec ses bras pour qu'un truc n'arrive pas, mais qu'au contraire, on est offensif parce qu'on sait qu'on a l'avantage et ça doit être hyper chouette pour vous et hyper riche. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Attendez, je vais enlever l'enregistrement parce que je ne l'avais pas enlevé. Je ne mettrai pas tous nos échanges en ligne parce que c'est quand même... Hop, un instant.